Assise à la terrasse d'un petit café parisien, le soleil d'automne réchauffe mes mains posées sur une tasse fumante. Mes yeux se perdent dans le balai des passants. Il y a eu ce jour, il n'y a pas si longtemps, où Alexandre, avec un geste si sûr de lui, a jeté un billet de 20 € à mes pieds. Un détail, pensait-il. Une simple façon de me renvoyer, de marquer sa victoire devant les caméras. Il croyait clore un chapitre. Mais ce qu'il ne savait pas, ce que personne ne voyait, c'est que ce billet froissé n'était pas la fin d'une histoire. Non. Il était l'étincelle. Le début silencieux d'une transformation profonde. Un murmure que seul moi pouvais entendre. C'est à ce moment précis que le vrai jeu a commencé. Avant de continuer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi doucement dans les commentaires d'où vous écoutez cette histoire, cela me ferait très plaisir. Mes chers amis, si vous m'écoutez aujourd'hui, c'est que le destin, ou peut-être une curiosité bienveillante, nous a réunis. Je m'appelle Élise Dubois. J'ai 58 ans. 58 printemps qui ont tissé une toile d'expérience, de joie, de silence. Et aujourd'hui, je me sens à un carrefour, comme on dit. Un de ces moments où l'on regarde en arrière, non pas pour regretter, mais pour comprendre. Et croyez-moi, il y a beaucoup à comprendre dans ce que j'ai vécu. Mon histoire, celle dont je vais vous parler, a commencé véritablement un matin de grisaille parisienne, devant ce grand bâtiment imposant que l'on appelle le Palais de Justice. Ce n'était pas un jour ordinaire. C'était le jour où, sur le papier du moins, ma vie avec Alexandre de Valois prenait fin. Notre divorce. Le mot lui-même me semblait lointain, presque abstrait, comme s'il ne me concernait pas tout à fait. Je me souviens encore de l'atmosphère, lourde et feutrée à l'intérieur de ces murs séculaires. Des voix chuchotantes, des pas pressés. J'étais là, assise, écoutant les mots du juge, des mots choisis avec une neutralité presque clinique. Alexandre avait tout. Les biens, les avantages, même la reconnaissance de toutes ces années passées à ses côtés. Notre contrat prénuptial, si clair, si implacable, avait fait son œuvre. Il avait été rédigé avec un tel soin, je m'en souviens. Protéger le patrimoine de la famille de Valois, c'était le maître mot. Je l'avais signé, à l'époque, sans la moindre hésitation. Une erreur de ma part, se sont-ils dit. Ou peut-être, une preuve de ma soumission. À la sortie de l'audience, l'air de Paris m'a semblé plus froid, plus vif que jamais. La foule des passants, le crépitement des flashs. Oh, oui, les journalistes étaient là. Ils attendaient, avides, le moindre signe d'une émotion, d'un drame. Mais moi, je me tenais un peu à l'écart, près de cette grande grille de fer forgé. Mon identité d'épouse d'Alexandre s'éteignait sous mes yeux, dans l'indifférence générale. Et étrangement, un certain calme m'habitait déjà. Puis, ils sont apparus. Alexandre, bien sûr. Droit, le port altier, dans son costume sur mesure. Il avançait avec cette assurance qui l'avait toujours caractérisé, cette conviction inébranlable que le monde lui appartenait. À son bras, Charlotte Lambert. Éclatante, souriante, comme si elle sortait d'un vernissage mondain plutôt que d'une audience de divorce. Son rire, bref et aigu, résonnait déjà dans l'air. Et derrière eux, marchait Geneviève de Valois. Sa mère. Droite comme une lame, son regard dur et satisfait balayait la scène. Elle avait l'air de savourer chaque instant de ce qui, pour eux, était une victoire éclatante. Une victoire longuement préparée, je le savais. Je les ai regardés s'approcher. Leurs pas étaient lourds de triomphe, de certitude. Ils incarnaient la domination, l'ordre qu'ils pensaient avoir rétabli. Pour eux, j'étais une erreur, une anomalie à effacer. Et ce matin-là, ils croyaient bien y être parvenus. Geneviève a ralenti le pas en arrivant à ma hauteur. Elle a incliné légèrement la tête, et j'ai entendu son murmure, faussement poli, assez fort pour que les journalistes et les curieux l'entendent. Enfin,
Cette erreur est réparée. Il n'y avait ni colère ni haine dans sa voix, seulement la certitude tranquille de celle qui estime que l'ordre naturel des choses vient d'être rétabli. Pour elle, j'avais toujours été une intruse. Une femme qui n'apportait rien, un poids mort, comme elle l'avait si souvent glissé à l'oreille de son fils. Alexandre s'est arrêté à son tour, juste devant moi. Il a fouillé dans la poche intérieure de sa veste. J'ai vu son portefeuille, en cuir sombre. Il l'a ouvert lentement, d'un geste presque théâtral. Et il en a tiré un billet. Un billet de 20 €. Froissé. Il l'a laissé tomber à terre, juste devant mes pieds. Puis, sa voix, volontairement forte, destinée autant aux passants qu'aux caméras, a déclaré « Prends donc le bus pour rentrer. Considère ça comme des frais de trajet. » Charlotte a éclaté d'un rire. Ce rire aigu, presque strident. Puis, elle a tiré Alexandre par le bras. Ils se sont dirigés vers leur berline noire qui attendait un peu plus loin, moteur allumé, prête à les emporter loin de ce lieu, loin de ce passé qu'ils voulaient à tout prix oublier. Les portières se sont refermées dans un bruit feutré. La voiture s'est éloignée lentement, comme pour prolonger l'instant de leur départ triomphal. Moi, je n'avais pas bougé. Je n'ai pas pleuré. Mes épaules ne tremblaient pas. Mon visage est resté calme, presque impassible. Comme si toute la scène se déroulait à distance, dans un autre monde. Mon regard n'a suivi ni la voiture, ni les silhouettes de ceux qui venaient de me dépouiller publiquement de toute dignité aux yeux du monde. Non. Mon regard est resté fixé sur ce billet de 20 €. Il était là, posé sur le sol. Sale, insignifiant en apparence. Et pourtant, il me semblait lourd de sens, étrangement. Autour de moi, le silence s'est fait progressivement. Les passants ont ralenti. Certains se sont même arrêtés. Les journalistes ont hésité, guettant, je le savais, une explosion de larmes, un cri, une réaction spectaculaire qui justifierait leur attente. L'humiliation était là, visible, offerte comme un spectacle. Tous attendaient le moment où elle ferait son œuvre, où la femme rejetée s'effondrerait enfin. J'ai inspiré profondément. L'air était froid, chargé de cette odeur minérale propre aux bâtiments officiels. J'ai senti sous mes pieds la dureté de la pierre, la réalité concrète de l'instant. Pendant une fraction de seconde, j'ai perçu clairement ce que les autres voyaient en moi. Une femme isolée, apparemment sans ressources, abandonnée par une famille puissante, réduite à ramasser l'aumône jetée à ses pieds. Cette image, c'était celle que l'on voulait m'imposer. Celle que le monde était prêt à accepter sans la remettre en question. Alors, je me suis penché. J'ai ramassé le billet avec un geste simple, sans hâte, sans précipitation. Ce mouvement, si banal en apparence, a suspendu le temps. Les observateurs ont retenu leur souffle, convaincus que le drame atteignait enfin son point culminant. Que ma dignité venait de céder. Mais lorsque je me suis redressé, il n'y avait ni honte ni colère dans mon regard. Seulement une lucidité tranquille. J'ai serré le billet entre mes doigts, sentant le papier mince se froisser légèrement. Puis, j'ai levé les yeux vers la rue qui s'étendait devant moi. Les bruits de la ville ont repris lentement, comme si Paris se rappelait soudain qu'elle ne pouvait pas rester figée indéfiniment autour d'un drame individuel. Personne n'a compris encore que ce geste marquait le véritable début de mon histoire. Ce billet de 20 €, lancé comme une insulte, n'était pas une fin. C'était une étincelle. L'humiliation publique, si soigneusement orchestrée, venait de créer un point de rupture irréversible. Ce que les de Valois considéraient comme une victoire définitive n'était en réalité qu'un révélateur, une mise à nu de leur propre arrogance. Je suis resté quelques secondes de plus devant le palais de justice, le regard posé sur l'entrée monumentale que je venais de quitter. Je savais désormais exactement ce dont j'avais besoin. Non pas de reconnaissance, ni de réparation symbolique.
mais d'un espace où mon silence cesserait d'être interprété comme une faiblesse. J'ai tourné les talons. Et je me suis éloigné. Derrière moi, les derniers murmures se sont dissipés dans l'air gris de l'après-midi parisien. Ce jour-là, personne n'a compris que la véritable décision n'avait pas été rendue par un juge. Elle avait été prise, intérieurement, par une femme que l'on venait de croire vaincue. Et cette femme, c'était moi. Élise Dubois. Et c'est là que tout a commencé. Je me suis redressé, ce billet de 20 € serré dans mes doigts. Le papier, mince et froissé, portait déjà les marques du sol. Une saleté infime, presque invisible, mais qui s'accrochait là. Il représentait tant de choses à la fois. L'affront, bien sûr. La certitude, aussi, que pour Alexandre, ma valeur se mesurait à cette somme dérisoire. Mais pour moi, il était devenu autre chose. Un point de départ. Une énergie nouvelle, froide et étrange, s'était éveillée au fond de moi. Je n'ai pas cherché à prendre le premier taxi, ni à m'engouffrer dans le métro le plus proche. Je sentais le besoin de marcher, de sentir le bitume sous mes pieds, le vent sur mon visage, de laisser Paris m'envelopper de son indifférence bienfaisante. La foule continuait de s'écouler, indifférente à mon drame intime. Et c'est justement cette indifférence qui m'offrait un certain apaisement. Elle me permettait de me sentir, enfin, libre d'être moi-même, loin des regards inquisiteurs. Mon regard était encore rivé sur ce billet, comme s'il contenait la clé d'un mystère. Je le lissais doucement entre mes doigts, essayant de chasser les plis, les marques de cette humiliation. Le geste était mesuré, presque cérémoniel. Je ne voulais pas laisser le public, invisible mais omniprésent, l'explosion qui l'attendait. Pas de larmes. Pas de cris. Juste une dignité farouche, enfouie au plus profond. Puis, ma main a glissé vers mon sac. J'ai ouvert mon portefeuille avec la même tranquillité. À l'intérieur, mes cartes étaient rangées avec soin. Mes billets, quelques-uns seulement, pliés avec méthode. Des habitudes que j'avais gardées, même dans l'opulence feinte de ma vie d'épouse. Et là, au milieu de ces compartiments ordonnés, il y avait cette liasse. Une somme que personne n'aurait imaginée entre mes mains, à cet instant précis. 1000 €. De mes économies personnelles. Des économies discrètes, accumulées au fil des années, loin des regards indiscrets d'Alexandre et de sa mère. Un petit jardin secret, mon refuge financier. Ces 1000 €, je les ai pris. Je les ai alignés soigneusement avec le billet de 20 € que je venais de ramasser. 120 €. Un geste qui n'était ni impulsif, ni une réaction émotionnelle. C'était une décision consciente, née d'une clarté intérieure qui ne dépendait plus du regard des autres. Ce n'était pas pour résoudre mes problèmes. C'était un transfert. Une manière de transformer l'affront en un acte de ma propre volonté. Je continuais de marcher, et mon regard a balayé la rue. De l'autre côté du boulevard, adossé à un mur de pierre sombre, se trouvait Gérard. Un homme. Son âge, difficile à définir. La rue, je crois, brouille les repères habituels du temps sur les visages. Sa barbe grisonnante était entretenue, tant bien que mal, avec ce qu'il pouvait trouver. Ses vêtements portaient les marques innombrables des saisons passées dehors. À ses pieds, roulé en boule contre son manteau élimé, dormait Marcel. Un chien. Âgé lui aussi. Son museau blanchissant, ses yeux fatigués qui s'ouvraient à peine au moindre mouvement. Gérard et Marcel. Ils étaient là, immuables, comme une partie du décor parisien, que beaucoup ne voyaient plus. Je l'avais déjà remarqué, Gérard. Je l'avais vu tant de fois depuis ce coin de trottoir. Il avait vu défiler des dizaines de vies. Les pas précipités des avocats, la démarche assurée des gagnants, le regard fuyant des perdants. Les marches des tribunaux étaient pour lui, j'en suis sûr, des théâtres à ciel ouvert.
où la dignité humaine se mesurait souvent à la hauteur des talons ou à la marque des montres. Il avait observé la scène précédente. Mon humiliation. Sans intervenir, bien sûr. Mais je sentais qu'il avait tout vu. Il reconnaissait trop bien ce mélange de cruauté et de triomphe qui accompagnait certaines sorties de justice. J'ai traversé la rue. Quand le feu est passé au rouge pour les voitures. J'ai marché d'un pas régulier. Insensible au regard. Ceux qui tentaient encore de comprendre ce qui venait de se passer. Quelques passants ont ralenti. Intrigués, sans doute. Par cette femme élégante, dans sa sobriété, qui semblait se diriger vers un homme que la plupart évitaient soigneusement. Je me suis arrêté devant Gérard. Et je me suis agenouillé légèrement. Pour me mettre à sa hauteur. C'était important pour moi. Sans un mot. Je lui ai tendu les billets. Les 20 € que je venais de ramasser. Et les 1000 € de mes économies. Réunis. Dans une même offrande silencieuse. Gérard a levé les yeux brusquement. Surpris. Par la somme, bien sûr. Mais aussi par le calme de mon geste. Il a reculé instinctivement la main. Comme si l'argent pouvait brûler. Il a secoué la tête avec vigueur, murmurant quelques mots de refus. Persuadé, je crois, qu'il s'agissait d'une erreur. Ou d'une mise à l'épreuve. Alors, j'ai souri. Un sourire simple. Dépourvu de condescendance. Dépourvu de pitié. Ce n'était ni l'un ni l'autre. J'ai parlé d'une voix douce. Suffisamment basse pour que seuls nous deux l'entendions. Malgré le bruit de la ville. Je lui ai expliqué. Que ce jour-là, j'avais moi-même reçu de l'argent. Et que je n'avais fait que le transmettre. Il n'y avait dans ces mots, ni justification morale. Ni discours grandiloquent. Seulement une évidence tranquille. Une vérité simple. Gérard est resté silencieux un moment. Il observait mon visage. Comme s'il cherchait à y déceler une arrière-pensée. Un piège. Il n'y a trouvé qu'une sincérité nue. Rare. Presque déstabilisante. Il n'avait pas l'habitude, je crois, de cette simplicité. Lentement. Il a fini par accepter l'argent. Il le tenait avec précaution. Comme un objet précieux. Qu'il ne voulait pas abîmer. Marcel, réveillé par le mouvement, a relevé la tête. Et il a remué faiblement la queue. Un signe de reconnaissance, peut-être. Je me suis penché davantage. Et j'ai posé doucement ma main sur le dos du chien. Marcel a levé les yeux vers moi. Et pendant un instant, son regard a semblé s'éclairer. J'ai caressé son pelage. Avec une attention délicate. Consciente que ce geste comptait autant. Que l'argent que je venais de donner. Je savais que pour Gérard, ce chien n'était pas un simple compagnon. Mais un lien vital. Avec une forme d'humanité que la rue tentait chaque jour de lui arracher. Avant de me relever. J'ai adressé à Gérard un vœu simple. Pour la journée à venir. Il n'y avait pas de promesse. Pas d'attente en retour. Seulement une phrase. Offerte comme un souffle. Je me suis redressé ensuite. J'ai ajusté mon manteau. Et j'ai reculé d'un pas laissant Gérard et Marcel retrouver leur espace. Personne de la famille de Valois n'a assisté à cette scène. Alexandre était déjà loin. Enfermé dans l'habitacle feutré de sa voiture. Convaincu d'avoir clos un chapitre sans importance. Geneviève savourait encore sa victoire. Persuadée que mon silence confirmait ma faiblesse. Charlotte, quant à elle, ne voyait dans cet après-midi qu'une transition vers une vie plus confortable. Aucun d'eux n'imaginait que sur ce trottoir anonyme, quelque chose d'essentiel venait de se révéler. Je me suis éloigné sans me retourner. Les pas que je faisais n'étaient plus ceux d'une femme humiliée.
mais ceux d'une personne qui venait de choisir consciemment ce qu'elle refusait de devenir. Ce geste, invisible aux yeux de ceux qui pensaient avoir gagné, traçait une frontière nette entre la brutalité et la dignité. Il définissait mon désir profond. Non pas de revanche immédiate, mais de cohérence avec moi-même. Gérard m'a suivi du regard, jusqu'à ce que je disparaisse dans la foule. Il a baissé ensuite les yeux vers l'argent, puis vers Marcel. Et il a esquissé un sourire fatigué. Il avait appris depuis longtemps que les véritables adversaires n'étaient pas toujours ceux qui criaient le plus fort, mais souvent ceux qui se cachaient derrière des façades de respectabilité. Sans le savoir, il venait d'être témoin du premier acte d'une confrontation bien plus vaste, dont les protagonistes ignoraient encore l'issue. J'ai continué ma route dans Paris, porté par le bruit régulier de la ville. En moi, quelque chose s'était stabilisé. Ce que je venais de faire ne réparait rien, mais cela posait un socle. À partir de cet instant, je savais précisément ce que je désirais préserver, et ce que j'étais prête à laisser s'effondrer sans regret. C'était, en quelque sorte, un premier pas. Un premier souffle. Loin du palais de justice. Loin des regards accusateurs. Un premier pas vers moi-même. Après ce geste, là, sur le trottoir, face à Gérard et Marcel, une sorte de clarté s'est faite en moi. Comme si la poussière de l'humiliation venait d'être balayée, laissant apparaître un chemin plus ancien, plus profond. Un chemin qui menait à l'origine de tout cela. À l'histoire d'Alexandre et de moi. Je me suis retrouvé à marcher, les pensées vagabondant. Mon esprit est revenu en arrière, bien des années auparavant. Vers une Élise plus jeune, étudiante. Discrète, oui, c'est vrai. Toujours plongée dans mes livres, dans mes recherches. J'aimais le calme des bibliothèques universitaires. Le silence feutré, l'odeur du papier. C'était là, dans une salle aux murs trop blancs, qu'Alexandre m'avait remarqué pour la première fois. Il m'avait approché, avec cette assurance que je lui connaissais déjà. Je crois que ce n'était pas ma beauté, pas au sens où le monde l'entend, qui l'avait arrêté, mais ma manière d'être. Présente, oui, mais sans chercher à occuper tout l'espace. Je lisais, concentrée, droite sur ma chaise. Comme si le monde extérieur n'avait pas le pouvoir de me distraire. Alexandre, lui, venait d'un univers où l'on parlait fort, où l'on affirmait avant d'écouter. Il avait grandi dans l'assurance tranquille d'un non connu, dans l'idée que certaines portes s'ouvraient naturellement devant lui. Face à moi, il avait ressenti quelque chose de différent. Une forme de calme qui, disait-il, le désarmait. Je répondais à ses questions sans détour, sans chercher à l'impressionner. Et ce détachement apparent, il l'avait interprété, je crois, comme une forme d'admiration silencieuse. Il n'a jamais envisagé, je pense, que ce puisse être simplement une expression de respect de soi. Notre relation s'est construite lentement, portée par des discussions longues, mesurées. Moi, je parlais peu de moi-même. Non par mystère calculé, mais parce que je n'éprouvais pas le besoin de me définir par des récits. Alexandre, lui, racontait volontiers son avenir, ses ambitions, sa famille, les de Valois. Il était si fier de son nom, de son héritage. Très tôt, il m'avait présenté au sien, convaincu que son choix serait validé sans difficulté. Ce fut une erreur. Une erreur qu'il ne comprit que trop tard. Dès la première rencontre. À la Villa des Acacias. Dans cette belle et froide maison de Neuilly-sur-Seine. La famille de Valois m'a regardé comme une anomalie. Je n'entrais dans aucune de leurs catégories familières. Je n'affichais ni la déférence attendue, ni l'empressement à me rendre utile.
Geneviève, en particulier. Sa mère. Elle m'a observé avec une attention glaciale. Évaluant chaque geste. Chaque silence. Comme autant d'indices d'une insuffisance qu'elle croyait évidente. Je me souviens. Jamais, Geneviève ne m'a appelé par mon prénom. À table, elle se contentait de me désigner. D'un vague « cette fille ». Comme si prononcer mon nom revenait à m'accorder une existence qu'elle refusait de reconnaître. J'ai perçu cette hostilité dès les premiers instants. Bien sûr. Mais je n'ai pas cherché à la confronter. Je savais, déjà à l'époque, que certaines batailles se perdaient. Dès lors qu'on acceptait de les mener sur le terrain choisi par l'autre. J'ai choisi le silence. L'observation. Quand Alexandre m'a proposé le mariage, la demande fut accompagnée d'une condition. Présentée comme une simple formalité. Le contrat prénuptial. Il était strict. Rédigé par des avocats. Soucieux de protéger un patrimoine familial. Présenté comme fragile. Je l'ai lu. Attentivement. Ligne après ligne. Les clauses étaient claires. Déséquilibrées. Sans ambiguïté. On me demandait de renoncer par avance à toute prétention matérielle en cas de séparation. Alexandre observait mon visage, s'attendant à une protestation ou à une négociation. À sa surprise, je crois, j'ai signé, sans discuter. Il a interprété ce geste comme la preuve définitive de ma dépendance, comme une confirmation silencieuse que je n'avais rien à perdre. Il n'a pas compris que ce choix n'était ni une soumission, ni un abandon, mais une décision réfléchie, prise avec une vision du temps, qui lui échappait complètement. Pour moi, c'était une forme de défi silencieux. Une manière de dire, ma valeur ne se mesure pas à ce que vous pouvez me prendre. Le mariage s'est déroulé. Sans éclat excessif. Je me suis intégrée à la vie d'Alexandre. Avec discrétion. Occupant les espaces qu'on me laissait. Sans jamais chercher à en conquérir d'autres. Je gérais le quotidien. Avec efficacité. Sans demander. Ni expliquer. Alexandre, rassuré par cette absence de revendication, prit l'habitude de décider seul. Persuadé que sa position le dispensait de toute justification. Pour lui, j'étais devenue, je crois, une présence neutre. Comme un meuble ancien. Utile, peut-être. Mais sans vie propre. Les années sont passées ainsi. Dans une normalité trompeuse. Moi, j'observais. J'écoutais. Je notais mentalement les glissements subtils. Les remarques de Geneviève devenaient plus fréquentes. Plus précises. Toujours prononcées sous couvert de conseils bienveillants. Élise, cette recette est un peu trop simple pour nos invités. Ou bien, n'est-ce pas que notre fils a besoin d'une femme plus visible à ses côtés? Alexandre, loin de s'en offusquer, les laissait passer. Convaincu que sa mère cherchait simplement à le protéger. Puis, il y a eu Charlotte Lambert. 6 ans après notre mariage. Elle est entrée dans leur vie. Dans notre vie. Sans fracas apparent. Elle était tout ce que je n'étais pas. Aux yeux de la famille de Valois. Expressive. Visible. Constamment en quête de validation. Alexandre s'est senti immédiatement valorisé par son attention insistante. J'ai remarqué le changement. Avant même qu'il ne se produise pleinement. J'ai senti mon mari s'éloigner. Non par un conflit ouvert. Mais par une accumulation de petites absences. De regards fuyants. De silence de sa part. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à me retirer intérieurement. Plus profondément encore.
Je parlais moins. Non par tristesse, mais par lucidité. J'ai compris que mon silence était devenu pour Alexandre une commodité. Et pour Geneviève, une confirmation de mon inutilité supposée. Geneviève, elle, ne se privait pas d'encourager son fils, glissant des phrases apparemment anodines, qui portaient en elle un jugement définitif. Elle répétait que cette femme n'apportait rien, qu'elle ne contribuait pas, qu'elle était un poids mort dans une famille qui valorisait la performance et la visibilité. Alexandre a fini par adopter ce discours, comme le sien. Il ne voyait plus en son épouse une partenaire, mais une présence neutre, interchangeable, qu'il estimait avoir fait entrer dans sa vie par générosité. Le lien qui nous unissait s'est vidé de sa substance, sans cri, ni drame spectaculaire. Le mariage s'est éteint lentement, par des intérêts réciproques, bien avant que les mots de séparation ne soient prononcés. Lorsque la décision de divorcer a finalement été évoquée, elle ne m'a surprise en rien. J'ai accueilli cette annonce avec la même tranquillité que celle qui m'avait guidée depuis le début. Pour moi, la rupture n'était pas un événement, mais la reconnaissance officielle d'une réalité ancienne. Le mariage était mort depuis longtemps. La procédure judiciaire ne ferait que formaliser ce que chacun avait déjà cessé d'habiter. Ainsi, lorsque les signatures furent apposées, et que les chemins se séparèrent juridiquement, rien ne se brisa réellement en moi. Ce qui se refermait n'était qu'un cadre vide. La véritable histoire, celle que personne n'avait vue se construire dans le silence, attendait encore son moment pour émerger. En repensant à ces années-là, je me demande parfois si, dans nos propres histoires, nous avons toujours su lire entre les lignes, ou si nous avons, nous aussi, laissé des silences raconter des vérités que personne ne voulait entendre. Qu'en pensez-vous? Le silence que j'avais cultivé, au fil des années de mon mariage avec Alexandre, n'était pas un vide. Oh non! C'était une chambre d'écho. Un espace où les murmures des conversations, les détails négligés, les chiffres et les dates, prenaient une résonance particulière. Je les collectais, sans que personne ne s'en doute. Sans un mot de ma part, ils devenaient les pièces d'un puzzle. Mon puzzle. J'ai commencé à percevoir les signes. Les signes d'une instabilité grandissante au sein du groupe Valois-Dumont. Au début, ce n'étaient que des fragments. Des conversations entendues par hasard, à table, pendant les dîners. Des remarques désinvoltes d'Alexandre sur des investissements un peu risqués, mais nécessaires. Ou des documents qu'il laissait traîner négligemment sur son bureau, persuadé que je n'y prêterais aucune attention. Ces liasses de papier. Ces graphiques compliqués. Ils attiraient mon œil. Mon esprit. Plus que je ne l'aurais imaginé. Vous savez, avant mon mariage, j'avais un autre chemin. Un parcours que la famille de Valois n'avait jamais pris la peine de connaître. Ou peut-être, qu'elle avait préféré ignorer. J'avais étudié l'économie. La finance. J'avais même eu une carrière, discrète certes, dans l'analyse financière. Ces compétences n'avaient pas disparu. Elles étaient juste, en sommeil. Endormies. Comme une rivière qui attend la fonte des neiges pour reprendre son cours. Ces chiffres, ces bilans que je voyais par bribes, ils me parlaient. Ils me chuchotaient les dérives. Les dettes croisées. Les filiales qui garantissaient des emprunts qu'elles ne pourraient jamais honorer. Les décisions prises sans écoute, nourries par l'arrogance d'un nom, la certitude que la réputation suffirait à tout maintenir à flot. Je le voyais. Clairement. Le groupe Valois-Dumont n'était pas seulement fragilisé. Il était structurellement instable. Ma première démarche, ce fut de réactiver ces compétences oubliées. Je me suis replongé dans des lectures techniques, des articles.
des rapports d'analyse, des magazines spécialisés, cachés sous des revues de décoration dans ma chambre. J'ai dépoussiéré mon esprit. Lentement. Patiemment. C'était comme retrouver une vieille amie. Une amie fidèle. Qui m'avait manqué. Ensuite, il m'a fallu construire un réseau. Un réseau discret. Loin des mondanités des Devallois. J'ai repris contact avec d'anciens associés. Des collègues de confiance. Des personnes qui m'avaient connu avant. Qui avaient respecté mon intelligence, ma discrétion. Une de ces personnes, c'était Maître Samira Bankroun. Une avocate d'affaires. Une femme à la quarantaine élégante, au regard direct. Elle était respectée. Reconnue pour son acuité. Et surtout, pour sa discrétion. Elle est devenue mon bras droit. Mon alliée silencieuse. Sans qu'Alexandre ou sa famille ne se doutent de quoi que ce soit. Samira m'a aidé à analyser. À décortiquer les comptes. Les bilans. Les rapports annuels. Nous avons passé des heures, parfois des nuits, à travailler. À la lumière tamisée de mon petit bureau personnel, dans un coin de la villa que personne ne fréquentait vraiment. Ce n'était pas un travail de vengeance, non. C'était un travail de lucidité. De froide logique. Une enquête silencieuse. Le processus d'investigation était méthodique. Nous analysions les dettes. Les fameuses dettes circulaires qui s'alimentaient les unes les autres, comme un serpent qui se mord la queue. Les transactions douteuses. Les choix mal anticipés. Les parts familiales, diluées au fil des années, n'offraient plus de majorité solide. Les banques, longtemps patientes par habitude et par confiance dans le nom de Valois, commençaient à revoir leur position. Le vent tournait. Je le sentais. Nous le sentions. Puis, vint la stratégie d'acquisition de parts. L'idée de racheter. Mais pas n'importe comment. Il fallait que ce soit invisible. Indétectable. Nous avons mis en place un fonds d'investissement discret. Un fonds géré par des tiers. Garantissant l'anonymat de l'acheteur final. Chaque achat était une décision calculée. Le timing. Le volume. Ne jamais alerter. Ne jamais provoquer de suspicion. Chaque pas devait être un chuchotement, pas un cri. Je n'ai rien précipité. La précipitation aurait trahi l'ensemble de mon plan. J'avais attendu. J'attendrai encore. Que les Devallois se persuadent eux-mêmes de leur supériorité. De leur invincibilité. C'était leur plus grande faiblesse. Leur arrogance. Au fil de ce processus, un autre personnage important est apparu. Henri Delacroix. Le président du conseil d'administration du groupe Valois-Dumont. Un homme plus âgé. Ses épaules portaient le poids des années, des responsabilités. Et une certaine fatigue. Il avait tenté d'alerter Alexandre. Sur les choix hasardeux. Sur l'influence corrosive de Geneviève. Mais ces avertissements avaient été accueillis par des sourires polis. Puis ignorés. Il savait, je crois, qu'il perdait la maîtrise du navire. Je l'ai rencontré en secret. Loin des regards indiscrets. Dans un petit bureau anonyme, au cœur de Paris. Sans témoin inutile. Je ne cherchais pas à le soudoyer. Non. Mais à lui proposer une alternative. Une feuille de route. Pour sauver l'entreprise de sa propre dégradation. Je lui ai expliqué. Les dérives. Les décisions irresponsables. L'érosion morale autant que financière. Je lui ai promis. Que le groupe serait réorienté. Assaini. Rendu à une gouvernance digne de son histoire. En échange, je lui ai demandé son appui. Lors du vote décisif. Je savais que ma légitimité passerait aussi par un visage reconnu.
Un visage comme le sien. Henri a hésité. Je l'ai vu. Il savait ce que cette alliance impliquait. Ce qu'elle coûterait en conflits ouverts. Mais il savait aussi que continuer ainsi mènerait à une chute certaine. Ce jour-là, il a choisi de soutenir mon projet. Non par opportunisme, j'en suis certaine, mais par fidélité à une idée plus large. Une idée de responsabilité. Mon silence devenait une voix. Une voix qui parlait des chiffres, des stratégies, des engagements. Une voix qui n'avait pas besoin de crier pour se faire entendre. Une voix que personne n'avait vue venir. Et qui, bientôt, allait résonner. Profondément. Est la convocation à ce conseil d'administration extraordinaire. Elle avait été envoyée. Je l'avais signée moi-même, du bout de ma plume, mais bien sûr, personne ne le savait alors. Pour Alexandre, pour Geneviève, pour Charlotte, ce n'était qu'une formalité de plus. Une étape administrative. Une de ces réunions sans saveur qui ponctuent la vie d'une grande entreprise. Il l'envisageait avec une confiance aveugle, j'en suis sûr. Persuadé qu'il s'agissait juste d'officialiser quelque chose, d'une routine nécessaire. Peut-être même une simple marche de plus vers la reconnaissance qu'Alexandre estimait lui revenir de droit. Oh, l'ironie. Ces derniers jours avant l'assemblée, je les ai vécus dans un état de concentration intense. Chaque minute comptait. Chaque détail. C'était comme une partie d'échecs complexe. Où chaque pièce avait été déplacée avec une précision millimétrée, au fil des mois, des années. Et maintenant, il fallait jouer le coup final. Le plus important. Maître Samira Bankroun. Cette femme, vous savez, elle est devenue plus qu'une avocate. Une complice. Une âme sœur dans cette stratégie silencieuse. Nous avons passé des heures ensemble. Des heures. Dans un bureau neutre, loin de tout. Nous avons vérifié. Encore et encore. Chaque document. Chaque chiffre. Les bilans, les preuves d'acquisition, les mandats. Nous avons relu les statuts. Chaque ligne. Chaque virgule. Pas une erreur. Pas la moindre faille. Il fallait que tout soit irréprochable. Que personne ne puisse contester. 62%, Élise, m'a dit Samira, un soir, alors que la nuit enveloppait Paris. Sa voix était calme. Posée. Mais je sentais l'intensité derrière chaque mot. 62% du capital du groupe Valois-Dumont. C'est inattaquable. 62%. Les chiffres. Ils résonnaient en moi, ces chiffres. Ils représentaient tant d'efforts. Tant de patience. Tant de nuits blanches à décortiquer. À comprendre. À anticiper. C'était la confirmation finale. Le travail d'ombre. Mon ouvrage d'ombre, comme j'aimais à l'appeler. Il était achevé. Du moins, cette phase-là. Et pourtant, à l'approche de cette réunion, je ne ressentais aucune jubilation. Pas la moindre trace d'arrogance. Ni même une satisfaction exubérante. C'était étrange. Mais profond. Ce que je sentais, c'était le poids. Le poids de la responsabilité. Une lourdeur. Sur mes épaules. Dans mon cœur. Je me suis interrogé. Souvent. Dans le silence de ma cuisine, devant une tasse de thé à l'aube. Ou en marchant le long de la Seine, au crépuscule. Est-ce que cette démarche, est-ce qu'elle allait m'apporter la paix que je cherchais? Est-ce que cette victoire allait combler le vide que j'avais ressenti si longtemps? Le prix. Quel serait le prix émotionnel de tout cela? De devoir affronter mon passé. De le déconstruire. Pièce par pièce. Devant les yeux de ceux qui m'avaient si longtemps ignoré. Mon objectif, je me le suis répété,
inlassablement. Ce n'était pas de détruire Alexandre. Non. Pas de le réduire en poussière. Même si, parfois, une petite voix en moi aurait pu le souhaiter, fugitivement. Mon objectif était de sauver une entreprise. Une entreprise que j'avais vue glisser lentement vers la dérive. À cause de l'incompétence et de l'arrogance. C'était aussi de retrouver ma propre valeur. De me réaffirmer. Pas aux yeux des Devalois. Mais à mes propres yeux. De me dire que ce que j'avais accompli avait un sens. Un sens profond. Au-delà des jugements et des apparences. Le matin de l'assemblée. Le jour est venu. Il s'est levé. Sur Paris. Un ciel gris. Mais sans pluie. Je me suis habillé. Avec soin. Un ensemble simple. Sobriété. Élégance. Sans ostentation. Il ne fallait rien laisser paraître. Rien qui puisse être interprété comme une provocation. Mon calme extérieur était là. Une carapace. Une armure. Mais à l'intérieur, c'était une complexité d'émotions. Une symphonie silencieuse. Le trajet vers le siège du groupe Valois Dumont. Il m'a semblé étrangement familier. Et en même temps, tellement différent. C'était la même ville. Les mêmes rues. Les mêmes ponts. Mais mes sensations. Oh, les sensations étaient abyssales. Je comparais ce trajet à celui qui m'avait mené, quelques jours plus tôt, au palais de justice. Ce jour de mon divorce. Ce jour de mon humiliation. Là, j'étais parti avec un sentiment d'anéantissement. Ou presque. Aujourd'hui, je partais avec un sentiment de puissance. Mais une puissance mesurée. Calculée. Je me suis approché du bâtiment. Un immeuble de verre et d'acier. Imposant. Froid. Le reflet de ce qu'était devenu le groupe Valois Dumont. Il y avait des agents de sécurité. Des secrétaires. Des regards. Je les sentais. Ces regards. Ils me scrutaient. Tentant de me déchiffrer. Peut-être me reconnaissait-il. L'ancienne Élise. L'épouse discrète. Mais cette fois, je franchissais ces portes avec une position de force. Une force que personne, aucun de ces regards, ne pouvait encore soupçonner. C'était la première fois, la toute première fois, que je pénétrais dans cet endroit. Non pas comme une invitée, ou comme l'épouse de, mais comme celle qui, dans l'ombre, avait patiemment, laborieusement, redéfini les règles du jeu. Ces regards. Ils ne m'atteignaient plus. Leur jugement. Leur supposition. Tout cela glissait sur moi. Comme l'eau sur une vitre. L'enveloppe de mon calme extérieur était totale. Il n'y avait plus de place pour la peur. Ni pour le doute. Seulement la concentration. Le souffle lent et régulier de la décision qui allait se jouer. Les pièces étaient en place. La partie. Elle allait commencer. Entrer dans le siège du groupe Valois Dumont ce matin-là, c'était un peu comme franchir un seuil. Non pas celui d'une simple porte, mais celui d'une vie à une autre. Les couloirs, vastes et silencieux, m'étaient familiers, d'une certaine manière. J'avais souvent attendu Alexandre dans l'un de ses salons feutrés, l'observant depuis les fenêtres quand il travaillait tard. Mais aujourd'hui, le sens de ces lieux avait changé. Leur résonance était différente. Chaque pas que je faisais me menait vers une confrontation que j'avais patiemment préparée. La salle du conseil. Une longue table de bois clair occupait l'espace. Autour, des fauteuils disposés avec une rigueur presque protocolaire. Les écrans étaient déjà allumés, diffusant des logos discrets. Des dossiers, empilés avec soin, attendaient. L'atmosphère était lourde.
Non pas d'une tension perceptible pour le profane, mais d'une attente. Une attente que seuls ceux qui connaissaient les coulisses des grandes entreprises pouvaient deviner. Alexandre entra. Avec son assurance habituelle. Son sourire confiant. Il semblait détendu, satisfait. Geneviève le suivait. Droite, inflexible. Affichant cette autorité qu'elle croyait intacte, inébranlable. Et puis Charlotte. Invitée, je pense, par convenance plus que par nécessité. Elle s'installa en retrait, curieuse, observant les échanges sans en saisir les codes. Ils étaient là, tous les trois. Leur triomphe illusoire semblait flotter dans l'air, une aura invisible pour eux-mêmes, mais palpable pour moi. Puis, leurs regards m'ont croisé. Leur visage. Ah, leur visage. La surprise, d'abord. Presque une incompréhension. Comme si mon apparition dans ce lieu n'avait aucun sens. Alexandre s'est levé brusquement, incapable de contenir sa stupéfaction. Son visage s'est crispé. Entre l'incrédulité et une colère naissante. Geneviève a pâli. Son assurance a vacillé. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai vu une fissure dans sa façade. Elle a compris. Instantanément. Que quelque chose d'irréversible venait de se produire. Charlotte, elle, est restée figée. Cherchant dans les regards autour d'elle une explication qui ne venait pas. Il ne s'attendait pas à me voir là. Jamais. Mon calme, lui, était inébranlable. Une force tranquille. Une détermination silencieuse. Henri Delacroix, le président du conseil, était déjà assis en bout de table. Ses épaules, je les sentais, paraissaient plus lourdes qu'à l'accoutumée. Son regard fatigué. Il trahissait des nuits trop courtes. Des décisions trop longtemps différées. Nos regards se sont croisés. Un instant. Juste un instant. Et dans cet échange silencieux, j'ai lu une reconnaissance. Une compréhension mutuelle. La confirmation de notre alliance discrète. L'avocat du groupe s'est levé. Il a demandé le silence. Son ton était neutre. Presque détaché. Ce qui a accentué la tension latente. Il a annoncé que la séance avait été convoquée de manière exceptionnelle. Conformément au statut. L'ordre du jour serait limité à un point unique. Ces mots étaient précis. Sans emphase inutile. Mais leur portée était considérable. Puis, il a expliqué que les dernières consolidations d'actions avaient atteint, ce matin même, un seuil décisif. Un actionnaire, désormais, détenait la majorité requise pour exercer un contrôle effectif. Un murmure a parcouru la table. Léger. Presque imperceptible. Alexandre a froncé légèrement les sourcils. Surpris. Mais pas encore inquiet. Il supposait, je crois, qu'il s'agissait d'une manœuvre temporaire. D'un fond opportuniste. Qu'il saurait bientôt contenir. Geneviève a croisé les bras. Déjà prête à contester. Toute remise en cause de l'autorité familiale. C'est là que Maître Samira Bankroun a pris la parole. Maître Bankroun. Sa voix était posée. Claire. Elle a présenté ma personne. Élise Dubois. Avec une solennité mesurée. Elle a indiqué que je représentais le fonds d'investissement. Désormais détenteur de 62% du capital du groupe. 62%. Les chiffres se sont affichés sur l'écran principal. Clair. Indiscutable. Élise Dubois était officiellement l'actionnaire majoritaire. Les visages. Je les ai observés. Les visages d'Alexandre, Geneviève, Charlotte. Ils étaient un tableau. D'incrédulité. De choc. Leurs masques sont tombés. Leurs illusions se sont brisées.
Devant mes yeux. La confusion. La colère sourde. La consternation. Geneviève. Elle semblait avoir vieilli de 10 ans. Son regard. Il était vide. Pour Alexandre, la réalité le frappait de plein fouet. Il n'avait pas seulement perdu un poste. Il avait perdu le contrôle. De son nom. De son héritage. Un silence. Dense. Lourd. S'est installé dans la pièce. Non pas un silence d'hésitation. Mais un silence de confirmation. C'était la fin de leur règne. Le début d'autre chose. J'ai enfin pris la parole. Mon premier et unique discours. Je n'ai pas cherché à m'expliquer longuement. Ni à justifier. Ni à lancer des reproches. J'ai simplement énoncé une phrase. Simple. Prononcée avec une clarté sans agressivité. Je suis venu, simplement, pour protéger ce qui méritait de l'être. Rien de plus. Rien de moins. Cette déclaration, dépourvue de menaces explicites, résonnait pourtant comme un verdict. Un jugement. Alexandre a compris qu'il venait de perdre bien plus qu'un poste. Geneviève a senti l'édifice. L'édifice qu'elle avait défendu toute sa vie. Se fissurer sous ses pieds. Charlotte, témoin périphérique de cette scène, a pris conscience qu'elle n'avait jamais été qu'une spectatrice. Dans un jeu qui la dépassait. La réunion s'est poursuivie. Technique. Implacable. Les décisions ont été entérinées. Les pouvoirs redistribués. Le renversement était consommé. Moi, je suis restée calme. Attentive. Consciente que la véritable épreuve. Elle commencerait après cette victoire formelle. Le pouvoir, je le savais, ne se proclamait pas. Il se démontrait. Dans la durée. Par les actes. Lorsque la séance fut levée. Chacun a quitté la salle avec un poids différent sur les épaules. Moi, je suis sorti sans me retourner. J'avais obtenu ce que j'étais venu chercher. Non par éclat. Mais par constance. Et par dialogue. Le reste. Ce ne serait qu'une question de temps. Une question de patience. La partie venait de se terminer. Une nouvelle venait de commencer. Le lendemain de cette assemblée, la vie, telle que la connaissait la famille de Valois, a commencé à se défaire. Lentement. Implacablement. Les décisions prises dans ce bureau feutré ont commencé à produire leurs effets. J'observais tout cela. À distance. Avec un mélange d'émotions que je peinais parfois à déchiffrer. Alexandre. Sa chute fut rapide. Douloureuse, j'imagine. Il a été officiellement écarté de toute fonction exécutive. La notification. Rédigée dans un langage juridique impeccable. Lui est parvenue sans colère. Sans justification superflue. Juste les faits. Les mots étaient clairs. Dépourvus d'émotion. Il a lu le document plusieurs fois, je crois. Cherchant une faille. Une erreur. Un malentendu possible. Mais il n'y en avait aucun. Sa trajectoire. Ascendante. Si prometteuse. S'arrêtait là. Non pas dans le fracas d'un scandale retentissant. Mais dans une neutralité administrative. Qui rendait la chute, je pense, encore plus brutale. Pour lui. Geneviève. Ah, Geneviève. Elle a tenté d'intervenir. Comme elle l'avait toujours fait. Elle a appelé. Écrit. Convoqué ses réseaux. Avec cette assurance. De celle qui avait longtemps cru disposer d'un droit naturel à l'influence. Mais les réponses. Elles furent rares. Polies. Puis inexistantes. Les cercles. Ceux qu'il avait autrefois accueillis avec empressement.
Ils se sont refermés. Progressivement. Son nom. Le nom de Valois. Il a cessé d'être prononcé avec ce respect révérencieux. Les invitations se sont taries. Les regards ont changé. L'autorité qu'elle avait exercée. Par habitude. Par tradition. S'est révélée. Soudainement. Dépendante de structures qui ne lui appartenaient plus. Son prestige social. Il s'est effondré. Sans bruit. Sans fracas. Laissant derrière lui un vide qu'aucune indignation ne parvenait à combler. J'ai pensé à elle. Non avec satisfaction, mais avec une certaine mélancolie. C'était la fin d'une époque. Pour elle. Charlotte. Quant à elle, elle a compris. Très vite. La nouvelle donne. Elle a observé les changements avec une lucidité pragmatique. Elle a perçu la perte d'influence d'Alexandre. L'isolement croissant de Geneviève. Et elle en a tiré ses propres conclusions. Sans éclat. Sans confrontation. Elle s'est retirée. Elle a invoqué des raisons vagues. Parla de projets personnels. De besoins de distance. En réalité, elle savait reconnaître un pouvoir qui se dissipe. Elle a quitté la scène. Avec la même discrétion intéressée. Qui l'avait conduite à y entrer. Une page tournée. Pour elle aussi. Pendant ce temps. La narration médiatique. Elle aussi. S'est transformée. Les mêmes journaux. Oui, ceux-là même qui avaient titré, quelques jours plus tôt, sur « Une épouse quittant le tribunal sans rien ». Ces mêmes journaux. Ils se sont mis à parler. D'une investisseuse discrète. Devenue actionnaire majoritaire. Les analyses se succédaient. Cherchant à comprendre comment un tel renversement avait pu se produire. Sans être anticipé. Les mots. Ils changeaient de tonalité. Oscillant entre une admiration tardive. Et un embarras collectif. Élise Dubois. Mon nom. Apparaissait désormais comme une figure énigmatique. Maîtrisant un pouvoir. Que personne n'avait pris la peine de soupçonner. Les sollicitations. Elles affluaient. Les demandes d'interview. Se multipliaient. Les invitations à m'exprimer publiquement. Devenaient insistantes. Mais je refusais tout. Chaque appel. Chaque proposition. Je ne donnais aucune explication. Je ne cherchais pas à corriger les récits approximatifs. Je savais que chaque phrase prononcée deviendrait un objet de projection. Un nouveau piège. Mon silence. Il n'était plus une protection. Non. Il était devenu une position. Une position assumée. Mon choix. Mon attention. Mon énergie. Elles étaient entièrement tournées vers l'avenir du groupe. Le groupe Valois Dumont. Je travaillais avec Maître Samira Bankroun. Et mon équipe. Sur la restructuration. La transparence. Les critères équitables. Je réalisais que le véritable travail commençait maintenant. Après la bataille. Venait la reconstruction. C'était un défi immense. Mais un défi qui avait du sens. Un sens profond. Pourtant, au milieu de cette activité intense, de cette concentration, je ressentais une étrange solitude. Un léger vide. Après l'effort intense. La victoire. Elle était là. Palpable. Mais elle n'avait pas rempli toutes les attentes. Émotionnelles. Que je n'avais, peut-être, même pas formulées. Le silence. Qui m'avait servi de bouclier. Qui m'avait guidé. Laissait maintenant. Un espace. Un grand espace.
En moi. Un vide laissé par des années de préparation silencieuse. De dissimulation. De sacrifice. De certaines parts de moi-même. Je me suis souvent senti seul. Malgré tout. Malgré la justesse de mes actions. Malgré la réussite de mon plan. La solitude qui peut accompagner le pouvoir. Elle est réelle. Et elle est particulière. Elle n'est pas la solitude de l'isolement. Mais celle de la compréhension. La compréhension que certaines blessures. Elles ne se referment jamais complètement. Elles laissent des cicatrices. Des traces indélébiles. De ce qui a été. Et de ce qui ne sera plus. La justice était rétablie. Oui. Mais le cœur. Le cœur porte ses propres marques. En ces moments-là, où l'on se retrouve face à soi-même après avoir tant lutté, je me suis souvent senti seul, malgré tout. Si vous êtes encore avec moi, si cette histoire résonne en vous, un petit « en commentaire me ferait savoir que je ne raconte pas cela dans le vide. Votre présence est un réconfort, un témoignage précieux. Le travail de restructuration du groupe Valois Dumont avait commencé. Chaque jour, de nouvelles décisions. De nouvelles stratégies. Mais malgré l'intensité de ces journées, une partie de mon esprit, de mon cœur, cherchait un autre type de clôture. Pas une clôture administrative. Mais une clôture intérieure. Un apaisement. Quelques jours plus tard, j'ai décidé de retourner dans le quartier du palais de justice. Seul. Sans chauffeur, sans escorte. Je voulais revivre cet instant. Le confronter. Non par nostalgie, vous savez. Ni par amertume. Mais comme on revisite une scène de théâtre. Pour en comprendre les rouages. Les émotions. Je déambulais dans les mêmes rues. Observant les mêmes passants. Le flux habituel de la vie parisienne. Indifférent aux drames individuels. Qui s'y étaient joués quelques jours plus tôt. Les lieux étaient les mêmes. Les bruits de la ville. L'odeur minérale des bâtiments anciens. Mais mon regard, lui. Il était complètement nouveau. Les souvenirs de l'humiliation passée. Ils étaient là. Présents. Mais ils ne me touchaient plus de la même manière. Ils étaient devenus des points de repère. Des jalons. Sur un chemin parcouru. Je me suis arrêté. Précisément à l'endroit où le billet de 20 € avait touché le sol. La pierre. Elle avait gardé la même teinte. Les murs. La même austérité. Mais ce geste. Celui d'Alexandre. Il avait perdu son pouvoir. Sa capacité à me blesser. Il était devenu le symbole. D'une transformation. Non d'une blessure ouverte. Mais d'une cicatrice. Bien guérie. Mon regard a cherché Gérard. De l'autre côté de la rue. À son emplacement habituel. Contre le mur. Mais il n'y était plus. Un léger pincement au cœur. Oui. Je l'avoue. Une petite inquiétude. La peur qu'il ne soit pas allé mieux. Que mon geste n'ait servi à rien. C'était une pensée fugace. Mais elle était là. Puis. J'ai remarqué un panneau. Discret. Collé sur une porte un peu plus loin. Un panneau indiquant l'existence d'un hébergement temporaire. Récemment ouvert. Mon cœur s'est allégé. Une lueur d'espoir. J'ai traversé. Et je me suis dirigé vers cette entrée. Là. Devant l'entrée. Je l'ai trouvé. Gérard. Et Marcel. Ils étaient là. Tous les deux. L'homme semblait différent. Pas transformé radicalement, non. Mais légèrement allégé. Moins courbé. Une lueur plus vive dans ses yeux. Marcel. Plus alerte.
se tenait fièrement à ses côtés. Sa queue remuait doucement. Je les ai salués. Mon sourire. Il était sincère. Gérard m'a reconnu. Son regard. Il m'a sondé. Puis un sourire. Fatigué. Mais réel. A éclairé son visage. Il m'a expliqué. Sans emphase. Qu'une place lui avait été proposée. Dans cet hébergement. Qu'il avait accepté. Pour le chien aussi. Marcel a un lit douillet, Élise, m'a-t-il dit. Un vrai lit. Et de la nourriture chaude. Tous les jours. Il ne savait pas que ces 20 € avaient été augmentés. Il ne savait pas l'ampleur de mon don. Et c'était bien ainsi. J'ai écouté. Sans interrompre. J'ai vu le changement. Le petit miracle. Qui s'était opéré. Grâce à un geste simple. Un don. Qui avait trouvé sa place. Alors. J'ai sorti une enveloppe. Une enveloppe que j'avais préparée. Je l'ai remise à Gérard. Précisant qu'elle était destinée à l'association. Celle qui avait rendu cet hébergement possible. Un geste de gratitude. De soutien continu. Il m'a remercié simplement. Sans effusion. Comme on remercie quelqu'un qui a compris. Sans avoir besoin de s'expliquer. Une compréhension silencieuse. Entre deux âmes. Je me suis agenouillé une dernière fois. Pour caresser Marcel. Son pelage. Doux et chaud. C'était un geste. Qui avait désormais une valeur de continuité. Non plus de rupture. Mais de lien. De persistance. La chaleur de sa fourrure sous ma main. Un instant de connexion. Humaine. Animale. Authentique. Sans jugement. Lorsque je me suis relevé. Mon regard a observé la circulation. Un autobus. Il est passé lentement devant moi. S'est arrêté. A ouvert ses portes. Puis est reparti. Je me suis souvenu de cet instant précis. Quelques jours plus tôt. Où ce moyen de transport avait été invoqué comme une insulte. Comme une manière de me réduire. À une caricature de précarité. Prends le bus pour rentrer. Les mots d'Alexandre. Désormais. L'image. Elle avait changé de sens. Le bus. Il n'était plus un symbole de chute. Non. Mais un simple choix. Parmi d'autres. Un élément banal. D'une ville. Qui offrait plusieurs chemins. À ceux qui savaient les emprunter. Sans honte. Ni ressentiment. Un chemin. Parmi d'autres. Pour aller où l'on veut. J'ai tourné les talons. Et j'ai marché dans Paris. Sans me retourner. Porté par le rythme familier des trottoirs. Et des voix mêlées. Cette fois. Je ne cherchais plus à être vue. Ni à être comprise. Ce que j'avais construit. Ne dépendait plus du regard des autres. Le pouvoir que j'exerçais. Désormais. Il n'avait pas besoin de spectateurs. Il reposait sur le temps. Sur la patience. Et sur une frontière clairement tracée. Entre ce que j'acceptais. Et ce que je refusais. De subir à nouveau. Le pèlerinage était terminé. La paix. Elle avait trouvé son chemin. Le retour de ce pèlerinage intérieur m'a redonné une énergie nouvelle. Pas une énergie de combat, non. Mais une énergie de construction. Le groupe Valois du Mont. C'était mon nouveau champ de bataille. Un champ où les armes n'étaient plus la ruse ou la dissimulation, mais la transparence. L'éthique. L'efficacité. Le travail de restructuration a été immense. Colossal, même. Des défis. Il y en a eu.
Chaque jour. Des résistances. Bien sûr. Les anciens. Ceux qui avaient profité du système d'Alexandre. Ceux qui s'accrochaient à des méthodes dépassées. Ils n'étaient pas ravis de voir une nouvelle direction. Une nouvelle vision. Qui remettait tout en question. J'ai dû faire face à leurs murmures. À leur tentative de ralentir le processus. Mais je tenais bon. Avec Maître Bancroune à mes côtés. Et Henri Delacroix. Dont le soutien, je le savais, était inestimable. Les premières étapes furent cruciales. Assainir les dettes. Couper les liens toxiques. Mettre en place de nouvelles équipes. Des talents frais. Des esprits ouverts. Une politique de ressources humaines équitable. C'était une révolution. Mais une révolution silencieuse. Une révolution par l'exemple. Je voulais insuffler un renouveau éthique. Redonner un sens. Au travail. Aux valeurs de l'entreprise. Les retours des employés. Ils ont été surprenants. Au début. Une méfiance naturelle. Puis, une curiosité. Enfin, une adhésion. J'ai vu des regards changer. Des visages s'éclairer. Ils ont découvert une vision. Une approche humaine. Qui contrastait si fortement avec l'ère de Valois. Une ère où l'individu était souvent sacrifié au profit du profit. Ou de l'apparence. J'ai trouvé une nouvelle forme de satisfaction. Non pas dans les chiffres. Mais dans ces petites victoires humaines. Ces sourires. Ces remerciements discrets. Ma relation avec Maître Samira Bancroune et Henri Delacroix s'est approfondie. Ils étaient mes piliers. Mes confidents. Leur rôle de soutien et de conseil était primordial. Nous partagions une vision. Un respect mutuel. Ils s'étaient installés. Un respect fondé sur l'action. Sur l'intégrité. Non sur les titres ou le pouvoir. Et ma vie personnelle, dans tout cela? Elle aussi, se redéfinissait. Je vivais ma nouvelle routine. Mon appartement. Un lieu simple. Sans faste. Bien que mes moyens financiers me permettent désormais toutes les folies. Je trouvais du plaisir. Dans des activités calmes. Intellectuelles. Des lectures. Des promenades solitaires. Mon quotidien était simple. Authentique. En phase avec ce que j'étais devenu. Loin des mondanités. Des obligations sociales. Qui avaient marqué ma vie avec Alexandre. La notion de liberté. Elle prenait un sens nouveau. Je me suis souvent posé la question. Qu'est-ce que cela signifie vraiment? La liberté. Après avoir gagné? Est-ce l'absence totale de contraintes? Ou est-ce, au contraire, la capacité de choisir ses propres contraintes? De choisir ce qui est important. Pour soi. J'ai réalisé que la liberté, ce n'est pas l'absence d'attache, mais le choix des attaches. Des attaches qui nous nourrissent. Qui nous élèvent. Bien sûr. Les rémanences du passé. Elles étaient là. Parfois. Une pensée pour Alexandre. Ou Geneviève. Me traversait l'esprit. Non pas avec amertume. Non. Mais comme une trace lointaine. D'une autre vie. Comme le souvenir d'un rêve. Lointain. Imprécis. Je reconnais que certaines blessures. Elles laissent des cicatrices. Elles marquent. Oui. Mais elles ne définissent plus. Qui je suis. Elles font partie de mon histoire. De ma force. De ma résilience. La Élise d'aujourd'hui. Elle est le fruit de la Élise d'hier. Mais elle est aussi bien plus. Elle est au-delà des ruines. Elle construit de nouvelles fondations
pour une nouvelle vie. Une vie choisie. Le temps à continuer son œuvre. Impassible. Indifférent. Je regarde parfois le chemin parcouru. La Élise d'autrefois. L'étudiante discrète. L'épouse silencieuse. Et la femme que je suis devenue. Les changements sont immenses, c'est vrai. Profonds. Mais au fond de moi, je crois que l'essence est restée. Ce fil invisible. Qui me relie à qui j'ai toujours été. La véritable victoire. Ah, cette question. Qu'est-ce que la véritable victoire? Je me souviens que ce n'était pas de posséder le groupe Valois-Dumont. Ni de détruire Alexandre. Non. Ce n'était pas cela. La victoire. Elle résidait dans quelque chose de bien plus profond. De plus intime. Elle était de me libérer. Des contraintes. Des jugements. Des attentes. Ceux qui m'avaient étouffé. Ce silence. Longtemps interprété comme une faiblesse. Il est devenu ma plus grande force. Ma capacité à observer. À planifier. À agir avec intégrité. J'ai médité sur la non-vengeance. La vengeance. Elle n'aurait apporté qu'un vide supplémentaire. Une amertume persistante. La reconstruction. L'humanité. Les valeurs. Ce sont là les véritables récompenses. Les fondations sur lesquelles bâtir une vie. Une vie qui a du sens. Pour moi. Ma vie aujourd'hui. C'est une forme de solitude choisie. Oui. Je l'accepte. Je l'embrasse même. Une liberté de ne dépendre de personne. De tracer ma propre voie. Sans chercher la validation. Sans quémander l'approbation. Ni d'Alexandre. Ni de quiconque. C'est une solitude sereine. Peuplée de mes pensées. De mes choix. De mes actions. Je me vois souvent marcher dans Paris. Les pas assurés. La tête haute. Sans me retourner. Ce n'est pas un acte de défi. Non. C'est un symbole. De ma liberté. De ma direction. D'une paix intérieure. Une paix que j'ai trouvée. Au-delà des jugements. Au-delà des attentes. Au-delà des larmes versées. Ou non versées. Le véritable pouvoir, je crois, n'est pas celui que l'on exerce sur les autres, mais celui que l'on acquiert sur soi-même, la liberté de choisir qui l'on est, même lorsque le monde s'attend à ce que l'on soit quelqu'un d'autre. Et la vie continue, riche de ses mystères, de ses leçons. Que nous enseigne-t-elle vraiment, au-delà des apparences et des victoires? Chacun, peut-être, y trouve sa propre réponse. Ainsi, mes chers amis, le récit de mon parcours, celui d'Élise Dubois, se referme ici. Ce fut un long chemin, parfois silencieux, parfois semé d'épreuves. J'ai fait mes choix, avec mes doutes, mes espoirs. Je me suis souvent demandé ce que vous auriez fait, à ma place, devant ces murs du palais de justice, ou face à l'indifférence de ceux qui croyaient tout savoir. Vos pensées, vos propres réflexions sur le silence, sur la force intérieure, ou sur ce que l'on perd et gagne vraiment, elles m'intéressent, elles m'éclairent. N'hésitez pas à les partager en commentaire, si le cœur vous en dit. Si cette histoire vous a touché, si elle a fait écho en vous, peut-être voudriez-vous la partager à d'autres. Et si l'envie vous prend de rester connecté, de ne pas manquer les prochains murmures de « la revanche silencieuse », alors un abonnement serait une belle façon de poursuivre ce chemin ensemble. Il y a tant d'histoires qui nous attendent, tant de vies à explorer. En attendant de vous retrouver pour une nouvelle confidence, je vous dis simplement, prenez soin de vous. Et souvenez-vous que le silence, parfois, est le plus beau des langages. Cette vidéo est une histoire de fiction inspirée d'expériences de la vie. Elle n'a pas pour but de juger qui que ce soit, mais d'inviter calmement à réfléchir sur la manière de vivre et sur nos relations avec les autres.
Les personnages, les noms et les lieux n'ont aucun lien avec la réalité et ont été modifiés afin de ne porter préjudice à personne. Puissiez-vous, à travers cette histoire, prendre un instant pour vous souvenir de votre propre vie et des personnes qui vous sont chères.